Monsieur, bonsoir. Si la triade liberté, égalité, fraternité est la devise officielle de la République française, alors sûreté, dextérité, efficacité s'imposent comme le triptyque indissociable de la coopération sécuritaire et judiciaire entre Rabat et Paris. Une relation portée par des enjeux majeurs, lutte contre le terrorisme, démantèlement des réseaux criminels et optimisation de la saisie des avoirs criminels. Une coopération stratégique, historique, rappelée à juste titre hier par le ministre français de la Justice, alors en visite à Rabat. Et Gérald Darmanin ne cache pas son admiration pour l'efficacité des services marocains, affirmant sans détour que sans eux, je cite, la France serait bien moins sûre. Fin de citation. Mais au-delà des grandes affaires, la coopération judiciaire, c'est aussi le quotidien des citoyens. Car, et s'il fallait le rappeler, le droit marocain repose sur la Constitution, les dahir royaux et les lois votées au Parlement, mais il reste fortement inspiré du droit français. Un point que nous détaillerons avec notre éminent juriste ce soir sur ce plateau. Mais ce dossier ne se limite pas au texte de loi, c'est aussi une affaire de politique, et pour cause. En moins d'un mois, Rabat a accueilli Gérald Darmanin donc, mais aussi l'ancienne garde des Sceaux et actuelle ministre de la Culture française, ainsi que le président du Sénat, qui, fait notable, se sont tous les deux rendus dans les provinces sahariennes. Ces visites successives ne sont pas anodines, elles envoient un signal fort. Paris et Rabat veulent intensifier leurs échanges sur tous les fronts, une dynamique qui nourrit avec constance le rapprochement diplomatique maroco-français et qui, à n'en pas douter, façonne une nouvelle ère de coopération stratégique. J'accueille donc le politologue et professeur de droit à l'Université Mohamed V de Rabat, Moustapha Sahimi, bonsoir. Bonsoir. Se joint à nous par téléphone depuis Paris, le spécialiste des questions militaires et sécuritaires, c'est Abdelrahman Mkawi. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir. Alors, Simkawi, le Maroc s'impose donc comme un partenaire clé dans la traque des grands criminels, à l'image de l'arrestation récente du narcotrafiquant Mohamed Amra, ainsi que de ses complices. Comment pourriez-vous nous définir cette opération et donc qui découle de cette coopération franco-marocaine dans le domaine de la sécurité? Ramadan Moubarak pour tous. Je pense que la visite de M. Gérald Darmanin, ministre de la Justice, garde des Sceaux, au Maroc se situe dans le prolongement de renouveau du partenariat stratégique entre le Maroc et la France, initié par les deux chefs d'État, Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Emmanuel Macron. Dans ce contexte, la visite éclair express de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, avait pour objet premièrement la félicitation des autorités marocaines, judiciaires et policières sur les dernières réalisations à Marrakech, à Casablanca, concernant l'arrestation de grands barons de drogue et de narcotrafiquants, à savoir les deux lieutenants de Mohamed Amra arrêtés en Roumanie grâce à une notice d'Interpol. Cette gang a dans son passif des crimes contre des policiers et des gardiens de prison en France. L'arrestation aussi de Félix Benguigui, qui est alias le Chat, qui était le chef de gang de Marseille et qui a aussi dans son passif plusieurs meurtres à Marseille. Contre la mafia DZ algérienne, et aussi l'arrestation de l'Algérien Yahyaoui Mohamed Lamine alias Coluche. Le dossier des narcotrafiquants a pris un grand temps dans la discussion de M. Darmanin avec son homologue marocain, Abdelatif Ouabi, et on parle même de l'expérience émiratie dans la saisie
des biens de narcotrafiquants aussi bien au Maroc qu'en France. Ce modèle émirati a été aussi l'objet d'une discussion et d'un échange de points de vue. Il y a aussi le dossier terrorisme. La France et le Maroc sont deux cibles des organisations terroristes connues comme Daesh, Al-Qaïda, le JNIM au Sahel. Ces deux organisations actuellement se dotent d'un armement sophistiqué et se déplacent en petite armée dans un espace de 9 700 000 kilomètres qui est le Sahel. Donc deux dossiers qui ont été l'objet de la discussion des deux parties, la partie marocaine et la partie française. Et je pense que d'autres sujets sont en route de réalisation, comme la question de l'immigration des mineurs, que ce dossier est presque clos et l'autorité marocaine a dépêché une délégation. On va en parler certainement. Mais on va y revenir. On va rester justement sur cette visite. Un commentaire de Mustafa Sahimi aussi, si vous le permettez, si Mkawi. Commentaire, professeur Sahimi, sur cette déclaration de Gérald Darmanin. La France serait moins sûre sans le Maroc. Fin de citation. C'est d'abord un acte politique que le ministre de la Justice français soit là. En un mois, vous l'avez dit, c'est le troisième responsable public, après la ministre de la Culture, Rachida Dati, et Gérard ancienne garde des Sceaux aussi. Ancienne garde des Sceaux, tout à fait, et Gérard Larcher, président du Sénat. Donc il y a là un processus d'accélération, mais aussi de consolidation. Alors, ce qui est en cause maintenant pour les aspects sécuritaires évoqués par mon collègue et ami, il y a deux volets. Il y a le bilatéral et il y a la coordination en dehors du bilatéral. Le bilatéral fonctionne bien. Fonctionne bien, c'est des relations, vous savez, dans ce monde-là de l'appareil sécuritaire, ce qui prime, c'est quoi? C'est la confiance et la fiabilité. C'est extrêmement important entre les deux pays. S'y ajoute la valeur ajoutée du royaume, évidemment, c'est le professionnalisme, l'expertise et la veille permanente. Le Maroc, sur ce plan-là, je l'ai dit, je répète, s'affirme comme une puissance antiterroriste crédible et crédibilisée à l'international par son action. Alors, quand le ministre de la Justice dit que la sécurité, évidemment, le problème de la sécurité en France est lié aux efforts du Maroc, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il y a de telles relations que, évidemment, la France, j'allais dire, je le dis, est pratiquement dépendante, au moins partiellement, des succès de la politique sécuritaire au Maroc et des moyens de coordination. Du fait des liaisons, du fait des connexions entre un certain nombre de groupes terroristes qui opèrent ou qui continuent à opérer au Maroc avec des connexions, vous le savez, islamistes, sahéliennes et autres, et du fait que les deux pays sont exposés pratiquement à un même danger, c'est-à-dire la menace terroriste. Donc, il faut savoir gré, M. Darmanin, de faire ce constat que la France serait moins sûre sans le Maroc et la participation du Maroc. Est-ce que c'est une coopération win-win, dans le sens où comment la France bénéficie-t-elle aux citoyens marocains qui pourraient nous regarder là, maintenant? Alors, pourquoi est-ce que c'est du gagnant-gagnant, win-win? Oui, c'est important. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a des menaces sécuritaires communes. Avec des variantes, mais elles sont communes. Donc, c'est important que le Maroc donc coordonne ses efforts avec la France. Deuxième volet, pour ce qui est des citoyens, évidemment, et les citoyens français et les citoyens marocains ont intérêt donc à ce qu'il y ait une sécurisation de leurs pays respectifs et donc une vie paisible et la quiétude partout. Maintenant, le volet Darmanin, ministre de la Justice, c'est important. C'est important, ça touche aussi, indépendamment des politiques de coordination, ça touche la vie civile. J'y venais. Voilà. Avant de clore, d'abord le chapitre sécuritaire, Abdelrahman Mkawi. Jusqu'où peut aller cette coopération renforcée entre Rabat et Paris dans les domaines d'abord sécuritaires et compte tenu aussi des enjeux
si Srimi a parlé de bilatéral, des enjeux régionaux et donc une coopération multilatérale qui concernerait notre région et tout particulièrement la sous-région sahélo-saharienne. Oui, les Français savent que les services de sécurité marocains disposent d'une banque de données sur les projets terroristes, sur les groupes terroristes qui se déplacent dans la zone. Et en même temps, il y a une ligne rouge entre les deux départements de l'intérieur et des services de sécurité français, la DGSI et la DGSE, avec leurs homologues marocains. Donc, il y a un partage de connaissances, d'expériences entre les services concernés. Mais Gérald Darmanin, en tant que ministre de la Justice, a une expérience à l'intérieur. Exact. Et cette expérience lui permettra de connaître un peu les menaces qui pèsent sur les deux pays, les menaces venant de deux organisations bien connues, Daesh et le JNIM, le groupe de l'islam et des musulmans de Iyad Ghali, et avec la communauté africaine et marocaine, maghrébine en France, il y a une concertation, un échange de données, et c'est ça l'essentiel de la coopération et l'extradition surtout des criminels et des terroristes arrêtés aussi bien en France qu'au Maroc. On ne peut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. La coopération judiciaire à présent, Mostafa Srimi, puisqu'on parle d'extradition, ça concerne aussi les lois, va-t-elle au-delà des affaires criminelles, cette coopération, en tout cas des grandes affaires criminelles telles que évoquées par... Vous avez évoqué ce premier volet de la coopération judiciaire, il se décline sur au moins 2 ou 3 domaines. Oui. Il y a d'abord eu, pour ce qui est de la lutte antiterroriste, je fais la transition, une visite, il y a 2 semaines, exactement, c'était à la mi-décembre, plus exactement, du président du ministère public marocain, c'est intéressant, qui est allé à Paris avec une délégation, donc, pour prendre langue avec ses homologues. C'est important. Ce qui a été examiné, c'est la lutte antiterroriste, parce que là, c'est un haut magistrat du parquet. Donc, le problème de la réinsertion des extrémistes et de l'expérience marocaine est intéressant. Les Français ont fait une expérience de déradicalisation dans les prisons, ça a complètement foiré dans les prisons et en dehors des prisons. Le Maroc a une expérience pour ce qui est des détenus, donc ex-terroristes, c'est le programme Moussalaha. Savez-vous que depuis 2017, ce programme a été mis en œuvre et qu'il a bénéficié à 350 détenus. Détenus, il y a une éducation religieuse, un soutien psychologique, également une formation professionnelle. Cette expérience-là, la France ne l'a pas et le Maroc donc veut en faire profiter Paris. Il y a aussi des échanges d'informations au trafic de stupéfiants, ça a été dit. Il y a aussi le recours à des technologies avancées. Alors, coopération judiciaire, c'est également un autre volet, problème des OQTF et des mineurs. Il faut en parler rapidement. Les OQTF, c'est ceux qui sont en situation irrégulière, qui sont dans l'obligation de quitter le territoire national, OQTF. Il y en a en France à peu près au moins 100 000, et il y a 20 000 qui a été identifiés comme clandestins pour les chiffres de 2023. Pour le Maroc, il y en a à peu près 1 millier. Et pour 2023, par exemple, il y a eu 725 laissez-passer délivrés par les autorités consulaires marocaines en France, donc à des expulsés de fait, donc au QDF. Bien. À un chiffre en hausse par rapport à 2023, oui, il faut le souligner quand même. Tout à fait. Non, une hausse importante, on parle de plus de 50%. C'est ça, c'était 725 en 2023, nous sommes à plus d'1 millier en 2024. 1658. Voilà, donc il y a la bonne volonté. Il y a la bonne volonté, la bonne foi, elle est clairement affichée côté marocain et français par ricochet. Autre aspect, c'est aussi le problème des mineurs. Alors, les mineurs, il y a plus d'1 millier.
Il y a plus d'1 million, on n'a pas le chiffre exact. Alors ça pose un certain nombre de problèmes juridiques. Qui est mineur? Moins de 18 ans. Mais qui est mineur marocain? Problème, il faut déterminer son origine marocaine et sa qualité de marocain. Alors, il y a des conventions internationales qui sont contraignantes. C'est sur quelle base? Il faut, pour le mineur, pour qu'il soit expulsable, ce qui n'est pas acquis, il faut déterminer en France sa situation familiale. Il faut également voir les conditions d'accueil dans le pays d'origine, supposé d'origine, en l'occurrence le Maroc. Le mineur n'a pas de statut juridique en France. Il a un statut qui relève de la législation sur le droit des enfants et en même temps de la réglementation sur le statut des étrangers. Donc c'est une situation extrêmement confuse. Et puis, dernier point, pour qu'un mineur soit expulsable, il faut qu'il y ait son consentement. C'est extrêmement difficile. Donc le Maroc a des propositions à ce sujet, mais le Maroc pose 2 conditions. Il faut établir la filiation marocaine, et 2, il faut également établir le fait qu'il est parti du Maroc. C'est une position qui a été exprimée par notre ministre des Affaires étrangères. Et oui, c'est valable pour les OQTF, mais c'est valable aussi, c'est-à-dire on ne peut pas se limiter à cela. Il faut montrer s'il est venu de Grèce ou de Somalie et d'ailleurs, c'est une autre procédure. Enfin, le dernier point, ce qui a été relevé par les 2 ministres d'ailleurs dans leur point de presse, vous le savez, c'est la coopération judiciaire, notamment donc pour ce qui est de la vie civile, j'en parlais, l'amélioration des conditions de la vie civile, c'est quoi? C'est les progrès attendus de la numérisation de la justice au Maroc. Juste avant cela, j'aimerais bien aussi vous faire réagir sur l'influence du droit français sur le droit marocain et puis comment aussi cette influence évolue-t-elle avec le temps. Mais avant, j'aimerais faire réagir si Abdelrahman Mekawi sur cette question épineuse, il faut le dire, de l'immigration. Elle le fut, mais là, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et on peut dire qu'il y a une réelle coopération entre le Maroc et la France sur cette question migratoire. Commentaire, Abdelrahman Mekawi. Je pense que même l'opinion publique française atteste que le dossier immigration entre le Maroc et la France ne porte pas de préjugés et ne pose pas de problème pour les 2 États. La coopération dans ce sens, il y a un juge marocain qui est accrédité à l'ambassade marocaine à Paris. Malheureusement, il faut dénoncer la manipulation de quelques associations de protection de l'enfance qui perverse un peu cette volonté des 2 États de régler le problème des mineurs à cause de leurs bénéfices sur le dos de ces mineurs. C'est une question à dénoncer aussi par les médias ici en France qu'au Maroc. Les jeunes enfants font l'objet de manipulations à chaque fois que les services marocains essaient de les recenser, de les rassembler dans un endroit. Les associations ou quelques associations qu'il ne faut pas généraliser font fuir ces enfants vers des endroits inconnus. Donc, la coopération dans le domaine de l'immigration est en bonne route. On ne pose pas de problème. Même les médias qui ont parlé, rédigé sur la visite de Darmanin au Maroc n'ont pas évoqué la question de l'immigration marocaine en France. Même le tissu industriel, le tissu des services fait appel ces derniers temps à la main-d'œuvre marocaine et au cadre marocain. Et ça prouve que les Marocains s'intègrent facilement dans les tissus socio-économiques français. Donc la question n'est pas posée en termes de conflit. Il y a un apaisement, il y a un règlement, il y a une entente entre les services de sécurité des 2 pays pour
reconduire les mineurs d'une manière très apaisée et ne pas tomber dans l'intox et la désinformation des uns et des autres. Très bien. Dernière question, Stafa Shimi, sur la coopération judiciaire et son impact concret sur le citoyen. On voyait depuis tout à l'heure défiler ces images de cette convention signée entre les deux ministres de la Justice marocains et français. L'influence du droit français est certes palpable sur le droit marocain. Est-ce un avantage, plutôt j'en perds mon français, ou une limite pour l'évolution du système judiciaire marocain tant espéré par nos citoyens et citoyennes? L'emprunt au droit français n'est ni un avantage ni une pénalité. En deux mots, avant la Constitution de décembre 1962, il y avait un État. Il y avait un État, il y avait des pouvoirs, il y avait des institutions. Le Maroc était organisé sur la base du sultanat, qui est une forme traditionnelle donc, de pouvoir, de la tradition. Avec la première Constitution de décembre 1962 et celles qui ont suivi, on a donc fait un mix à côté du tronc commun, celui du droit public musulman. Il y a cet emprunt donc au droit public moderne, dit libéral, et c'est dans ce chapitre-là que s'insèrent donc les avancées que vous avez signalées, notamment la restructuration institutionnelle du régime, la participation, la séparation des pouvoirs, le bloc des droits et libertés. Il y a une vingtaine d'articles dans la Constitution de 2011 qui sont uniquement consacrés au bloc des droits et libertés. Alors, ça fait partie des acquis et ça fait partie des capitalisations institutionnelles et démocratiques. Ce qui est nouveau maintenant, ce qui est intéressant pour ce qui est du bilatéral, j'y viens, c'est le fait que la volonté des deux ministres de numériser les procédures judiciaires. Ça permet facilité d'accès. Sur quel domaine? Les divorces, l'héritage, les mariages, toutes les procédures, etc. C'est extrêmement intéressant. Donc ça, c'est un premier volet. Deuxième volet, il y a eu la visite du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, vous le savez, au Maroc, et qui a arrêté avec son collègue marocain, donc Monsieur le Ftit, ministre de l'Intérieur, le besoin de raccourcir les délais pour ce qui est des procédures d'OQTF. C'est extrêmement important. Il y a enfin tout ce qui est fait pour permettre l'accès des citoyens, donc des deux pays, donc à des procédures particulières. Merci beaucoup, Mostafa Shimi. Merci à vous. Merci d'avoir participé au débat ce soir. Et je réitère mes remerciements aussi à mon autre invité qui s'est joint à nous depuis Paris, Abdelrahman Mkawi. Toujours un plaisir de vous accueillir dans cette émission. Merci beaucoup. Marhaba. C'est la fin de cet épisode. Très bonne soirée à tous.